Bienvenue tous les professionnels en soins de la capitale nationale. Bien content d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter dans cette vidéo les grands points de l'entente de principe qui est survenue entre le syndicat des professionnels en soins de la capitale nationale et le CIUS de la capitale nationale. Je me présente, Pierre-Olivier Bradette, je suis vice-président au comité exécutif, membre du comité de négociation. Avec moi, Caroline Larochelle, agente syndicale et membre du comité de négo, provient de l'ancien IRDPQ. Nous avions aussi sur le comité avec nous Mme Linda Mathieu, qui est agente syndicale, provient de l'ancien C3S Via Capitale, Mme Nicole Philippon, agente syndicale qui provient de l'ancien Québec-Nord, et Mme France Bourassa, agente syndicale qui provient de la région de Portneuf. Et nous avons avec nous notre porte-parole FIC, le conseiller syndical, M. Jonathan Houle. Donc, la vidéo aujourd'hui se veut une courte présentation de l'entente de principe. Il faut comprendre que l'entente de principe et les textes comportent une convention collective de 120 pages. Nous allons vous résumer très rapidement l'ensemble des grands principes qui ont été négociés pour faire une vidéo qui est le moins long possible, qui nous permette d'avoir une idée sur les grands principes de cette entente de négociation. Et nous invitons les gens à se présenter dans les assemblées générales pour avoir l'ensemble de l'information, avoir plus d'informations, mais surtout pouvoir poser vos questions et qu'on puisse vous répondre. Cette vidéo s'adresse pour les gens qui ne pourront malheureusement se présenter dans les instances et dans les assemblées générales pour avoir l'ensemble d'informations, minimalement pour avoir une courte information sur les gains de cette entente de principe et pouvoir aller voter par la suite. Donc, cette entente de principe a été présentée préalablement au comité exécutif, donc adoptée par le comité exécutif qui compose la présidente, la vice-présidente, secrétaire trésorière, les 6 personnes de votre comité exécutif, ainsi qu'au conseil local de négociation. Cette entente a été entérinée à l'unanimité. Ce conseil local de négociation représente l'ensemble des élus, les agents syndicaux, les représentants d'unités locales, donc des gens qui sont issus de tous les milieux de travail, de toutes les régions, autant de Charlevoix, de Québec que de Portneuf, ainsi que qui vivent dans l'ensemble de vos réalités. Alors, cette entente a été adoptée à l'unanimité. Cette entente a aussi été basée sur les grandes priorités de la négociation, priorités qui ont été négociées pour vous, mais priorités qui ont été décidées par vous lors de la grande consultation. Caroline pourra vous dresser le portrait des grandes, pour vous rappeler ces grandes priorités. Comme vous l'a mentionné Pierre-Olivier, vous avez choisi vous-même les 6 grandes priorités de négociation qui sont les suivantes. 1. La précarité d'emploi, le nombre de jours de travail garanti par votre poste et la possibilité d'obtenir un poste à temps complet. La deuxième, stabilité des postes, travailler dans un seul secteur et ou un seul corps de travail et la continuité des soins. La troisième, comment s'obtiennent les postes et les remplacements. La quatrième, l'horaire et la réduction du temps supplémentaire obligatoire et des agences privées. Cinquième, accessibilité aux congés privés à la convention collective, congés annuels, fériés, sans solde, différés, congés sociaux, etc. Et la dernière, ordre et responsabilité professionnelle et formation en cours d'emploi. Avant de débuter, nous allons vous dire que nous sommes très fiers de vous présenter cette entente de principe et nous sommes très fiers de vous démontrer l'ensemble des gains pour l'ensemble de nos professionnels en soins dans tous les secteurs d'activité que nous avons réussi à négocier avec l'employeur. Donc, on vous rappelle que c'est un résumé. L'ensemble de l'information sera disponible lors des assemblées générales. Débutons avec la première priorité concernant la précarité d'emploi. Ce qu'on est très fiers de vous dire, c'est que toutes les salariés infirmières auxiliaires seront rehaussés sur leur poste à la hauteur de 7,14 si elles le souhaitent partout au sud de la capitale nationale. Nous avons obtenu un engagement des cibles de postes à temps complet au niveau local. Donc, une obligation pour l'employeur au niveau local d'avoir 62 % de postes à temps complet pour les infirmières, 50 % de postes à temps complet pour les infirmières auxiliaires, ainsi que 54 % de postes à temps complet pour les inhalothérapeutes. De plus, nous allons mettre en place un comité à la signature de la convention collective dont le mandat est d'arriver à la titularisation des inhalothérapeutes qui n'ont actuellement pas tous encore des postes. Au niveau de la deuxième priorité, concernant la stabilité des postes et des centres d'activité, mise en place d'un encadrement de la structure de poste dans la convention collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Stabilisation de tous les postes d'équipe de base sur un seul corps de travail et dans un seul centre d'activité. Quelques postes composés dans bien des cas, mais qui vont être très encadrés dans la convention collective. Donc, la protection de l'équipe de base, ce qui comporte 100% du besoin journalier d'un centre d'activité ou d'un département. De plus, création de postes supplémentaires dans les centres d'activité afin de faire les remplacements et de permettre un meilleur accès aux congés. Donc, nous avons, avec ce projet-là, créé de la surdotation et de l'autosuffisance à l'intérieur même des centres d'activité pour créer un bassin de remplaçants qui font partie du centre d'activité qui puissent remplacer les congés, les absences et toutes les autres absences prévues à la convention collective.
et un encadrement des postes d'équivalente afin de limiter le nombre de centres d'activité et la distance qu'elles seront obligées de parcourir. Historiquement, dans tous les anciens silos, nous avions des équivalents d'établissements. Nous avons restreint le pouvoir de l'employeur en diminuant la portée des équivalentes, en diminuant la mobilité et la flexibilité de ces équivalentes-là dans des territoires et dans des limites très restreintes. Toujours dans la même priorité, tous les postes de l'équipe de base seront sur un seul quart, soit de jour, soit de soir, soit de nuit. Les postes en surplus de l'équipe de base, comme par exemple les postes d'équivalente, pourront être sur un seul quart ou bien sur les quarts de jour-soir ou jour-nuit. Donc, plus aucun quart à la signature de cette convention collective, plus aucun poste, à la signature de cette convention collective sera sur le 3 quarts de travail jour-soir. Limitation des centres d'activité à une seule installation. Historiquement, dans nos anciens silos, nous avions des centres d'activité qui étaient sur plusieurs installations. Nous avions peur que l'employeur crée des grands centres d'activité sur plusieurs installations. Donc, nous avons limité et encadré très précisément dans la convention collective la norme qu'un centre d'activité, c'est une seule installation et dans des cas bien précis, pourront être sur plusieurs installations. Encadrement aussi très important où l'employeur peut déplacer une salariée au seul cas imprévu, le cas de force majeure, ou les rares cas où la salariée sera en surplus de son équipe de travail après l'analyse du besoin du centre d'activité et pour aller remplacer dans un secteur où que l'équipe sera en souffrance d'une professionnelle en soins et qui n'aura pas été capable de la remplacer. Les postes n'ont qu'un seul port d'attache, exception pour les postes composés qui, eux, pourront avoir un maximum de 2 ports d'attache parce qu'ils sont composés de 2 postes simples. Donc, à la signature de la convention collective, tous les endroits que le port d'attache est un titre indicatif, à la signature devient constituant de votre poste et devient figé dans le béton. Lorsque la salariée occupe un poste qui comprend plusieurs installations, un autre gain, l'employeur doit lui donner accès à un laissez-passer de stationnement qui va couvrir toutes les installations comprises dans le poste occupé. Donc, nos salariés vont payer une part de stationnement, puis va leur donner accès à tous les stationnements du SUS de la capitale nationale dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, troisième priorité, comment s'obtiennent les postes? Nous sommes très contents de vous dire que tous les postes au SUS de la capitale nationale seront sur une base de 14 jours et non de 28 jours. Historiquement, dans la plupart des silos, les postes étaient sur une base de 8-28. Dorénavant, 14, c'est qui va avoir une stabilité, dans le fond, sur la précarité de l'emploi, une stabilité sur le revenu que nos professionnels en soins vont avoir d'une paye à l'autre. Tous les postes d'infirmières, tous les postes d'infirmières auxiliaires et tous les postes d'inhalothérapeutes seront donnés par ancienneté. On se rappelle que l'employeur voulait choisir quel poste était par processus de sélection et quel poste était par ancienneté. Nous venons, statu quo, nos infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, ancienneté. Un autre gain majeur, tous les infirmières cliniciennes seront données par ancienneté, sauf quelques exceptions. Les infirmières cliniciennes en GMF, les infirmières cliniciennes qui font de la liaison, les infirmières cliniciennes pour la direction de l'enseignement des affaires universitaires et pour la direction de la santé publique. Sinon, toutes les autres infirmières cliniciennes par ancienneté. Et pour ceux qui ont des postes par processus de sélection, bien, ils seront donnés dans un processus de sélection, mais à la personne qui a le plus d'ancienneté qui réussit le processus de sélection. Donc, nous mettons d'avant encore une fois l'ancienneté pour l'accessibilité à ces postes-là. Seuls les postes de conseillère en soins seront donnés par compétence pure. Il faut comprendre que historiquement, il y avait beaucoup plus de postes qui étaient par compétence pure. Et là, on a diminué tous ces postes-là à une seule catégorie, conseillère en soins, et qui représente une mineure quand même sur l'ensemble des postes d'infirmières cliniciennes au SUS de la capitale nationale. Toujours dans la même priorité, très important, le quart de travail est une partie constituante du poste. On se rappelle que l'employeur voulait mettre le quart de travail indicatif pour pouvoir le modifier. Cette priorité-là a tombé. Maintenant, votre quart de travail est une constituante de votre poste. Affichage de 14 jours et au minimum 3 fois par année. Nous avons vécu dans les dernières années 2 affichages par année. Et là, ça sera au minimum. Il va y avoir 3 affichages par année au SUS de la capitale nationale. Mise en place de la dotation accélérée. À certains endroits, ça se faisait. Suite à la convention, la nouvelle convention collective, dans tout le SUS de la capitale nationale, il y aura de la dotation accélérée qui sera mise en place. L'employeur aura un maximum de 60 jours pour rentrer la salariée en fonction. Passer ce délai, il doit la payer comme si elle était sur son poste. Et tous nos salariés auront 45 jours, la période d'initiation et d'essai, pour essayer leur nouveau poste. Alors, la salariée qui se désiste doit retourner sur son poste dans les meilleurs délais, ce qui est encore un autre gain. C'est que l'employeur, lorsqu'une de nos professionnels en soins va se désister de son poste, devra, dans les meilleurs délais ou au maximum au prochain horaire, la retourner sur son poste d'origine.
Ensuite, mise en place de la préaffectation. Donc, préaffectation, ça veut dire un horaire de travail pour tout le monde, affiché 7 jours à l'avance et qui comporte minimalement une période de 28 jours. La salariée à temps partiel qui ne complète pas son horaire de travail pourra placer à l'horaire 2 jours de non-disponibilité. Un nouveau gain, une nouvelle nouveauté. Donc, une fois que l'horaire va être affiché, dans les 7 premiers jours avant le début de l'horaire, une salariée à temps partiel qui offre de la dispo additionnelle pourra mettre des journées où elle est 2 jours où elle est non disponible pour faire ses rendez-vous personnels et pour favoriser sa conciliation travail-famille. Et changement de disponibilité possible 4 fois par année et en dehors nécessairement de la période estivale. Ensuite, aucune disponibilité minimale pour l'ensemble des salariés détentrices de poste. On se rappelle que le SUS de la capitale nationale voulait choisir lui-même qui était disponible et quand. Alors, plus de disponibilité minimale pour ceux qui détiennent des postes. Et dans le cas où la salariée est au travail lors d'offres d'affectation, lors de dispo additionnels, l'employeur doit prendre les moyens nécessaires pour la rejoindre sur son département pour lui offrir les quarts de travail. Aussi, un autre gain important, la salariée chargée d'accompagner un usager est considérée à son travail pour tout le temps de transport, y compris au taux du temps supplémentaire s'il s'applique. Aux salariés qui font des transferts d'ambulance ou qui accompagnent la clientèle pour des examens, des chirurgies, il n'y a plus de période d'attente, c'est terminé, ou que la salariée est considérée de dispo ou de garde. Elles seront rémunérées comme s'ils étaient tout ce temps-là au travail. Autre gain très important. Priorité numéro 4, concernant l'horaire et l'aménagement du temps de travail, maintien de la semaine de travail de 5 jours et de la journée de travail 7h, 7h15, 7h30. On se rappelle, l'employeur voulait avoir des périodes étalons de 75 heures ou 2 semaines pour décider combien de journées vous faisiez travailler dans la semaine et combien d'heures par jour il vous faisait travailler sans vous rémunérer à temps supplémentaire. Il fallait que ça balance dans 75 heures. Retour à notre statu quo, nous avons gardé notre statu quo, 5 jours par semaine et les heures prévues à votre titre d'emploi, 7h, 7h15 ou 7h30. Gain majeur. Aussi, horaire de 7 jours à l'avance pour un minimum de 28 jours. Donc, votre horaire que 28 jours à l'avance affiché et vous l'avez disponible 7 jours avant le début de cet horaire. Une salariée dont le poste comporte 2 quarts de travail, et ça c'est un gain majeur, nous n'avons rien dans nos anciennes conventions collectives qui encadrait ça. Toutes nos salariés, par exemple, équivalentes sur 2 quarts, elles devraient travailler sur un seul quart dans la même semaine. Aussi, aucune modification de l'horaire à moins de 7 jours d'avis, sauf avec l'accord de la salariée. Statu quo gagné, mais dure bataille. Rappelez-vous, l'employeur voulait être capable de modifier votre horaire à même 1 heure d'avis s'il voulait, et jusqu'à la fin de la négo, il essayait d'avoir 3 jours de préavis, modifier l'horaire. Nous avons réussi à maintenir le statu quo du 7 jours sans modifier l'horaire, sans votre consentement. De plus, temps de repas de 45 minutes ou 1 heure, et que la salariée peut demander, elle, si elle veut, d'avoir un minimum de 30 minutes ou bien jusqu'à 1h30 de repas volontairement en faisant la demande à son gestionnaire. Sinon, la norme pour tout le monde, c'est 45 minutes ou 1 heure de repas selon l'organisation du travail. La salariée qui fait un quart en temps supplémentaire après son quart régulier a droit à une pause supplémentaire entre les 2 quarts, un autre gain, chose qui n'existait pas. Donc, tous nos salariés qui font 2 quarts consécutifs, 16 heures consécutives, auront le droit à une pause, une période de transition entre les 2 quarts, qui va lui permettre d'avoir un 15 minutes de repos avant de reprendre son quart en temps supplémentaire. Autre gain très, très important, retrait des dispositions qui permettent à l'employeur de faire travailler une salariée 2 fins de semaine sur 3. Ça apparaissait dans la grande majorité de nos conventions collectives, un paragraphe qui permettait à l'employeur de faire travailler quelqu'un 2 fins de semaine sur 3 en cas de pénurie. Nous avons fait retirer toute cette demande-là. Donc, au maximum, tous nos professionnels en soins ne pourront travailler plus de 1 fin de semaine sur 2 dans tous les secteurs d'activité. Concernant le temps supplémentaire et la garde, 2 nouveautés. Une salariée peut demander la conversion du temps supplémentaire effectué en temps chômé et payé. Donc, une banque de temps, le temps supplémentaire qui est fait, approuvé par le gestionnaire pour être mis dans une banque de temps et pris en congé durant l'année. Cette banque de temps, la salariée pourra la vider et se faire monnayer quand elle souhaite. Sinon, elle sera payée s'il n'est pas utilisé une fois par année, le 1er février, et vous versez directement dans une paye. De plus, autre gain très très important pour ceux qui font de la garde au SUS de la capitale nationale. L'employeur ne peut faire de la garde à une salariée plus de 14 jours par horaire de travail. Nous sommes très contents d'avoir ce gain-là pour tous nos salariés qui font de la garde. Nos anciennes conventions étaient pratiquement muettes à ce sujet. Donc, un beau gain pour nos professionnels en soins qui sont obligés de faire de la garde. Concernant les congés fériés et les vacances, 5 jours de congés consécutifs à Noël et au jour de l'an. En cas d'impossibilité, la salariée est assurée d'avoir 3 jours de congés fériés à l'une des 2 fêtes.
Présentement, ce qu'on retrouvait dans la majorité de nos conventions collectives, c'était 2 jours de congé à Noël ou au jour de l'an. Donc, présentement, la salariée est assurée d'avoir au moins 3 jours et une possibilité de 5, qui est un très gros gain. Un autre gain, obligation de justifier un refus si une salariée demande un congé à l'avance. Comme on va être en préaffectation, les gens vont pouvoir demander leur congé 2 semaines à l'avance. L'employeur va devoir justifier la raison s'il y a un refus. Mise en place d'une banque de congés compensatoire de 5 jours. La majorité des conventions l'avaient déjà, par contre, elle n'était pas reportable d'une année à l'autre et elle va l'être dorénavant. La période normale de congé annuel débute le 3e dimanche de mai et ce pour une durée de 18 semaines. Lorsqu'il est impossible, le congé annuel peut être d'une durée de 21 semaines. Présentement, on avait des conventions collectives qui s'étiraient du 15 mai au 15 novembre, donc c'est un gros gain pour nous, pour cette convention collective. La salariée peut choisir de prendre 2 semaines de congé annuel de manière fractionnée. La salariée à temps partiel peut utiliser ses congés pour compléter ses semaines de travail. La majorité de nos conventions auparavant avaient 1 semaine de congé qui peut fractionner, donc on est rendu à 2 semaines, ce qui est un autre très beau gain. OK. Concernant les congés sans solde, c'est encore un très gros gain. C'est un meilleur accès à l'ensemble des congés sans solde. En fait, on a regroupé tous les congés que vous possédiez dans le passé, à part le congé autofinancé, dans 2 types de congés, qui est le congé sans solde court terme, qui va être accessible après l'approbation. Généralement, c'était 2 ans dans les anciennes conventions pour pouvoir obtenir ce type de congé. Il va y avoir aussi le congé sans solde long terme, qui est accessible après 1 an de service. Auparavant, c'était environ 5 ans de service pour pouvoir bénéficier de ce type de congé. Congé sans solde pour études va être accessible en tout temps. Et encore là, généralement, nos conventions collectives prévoyaient 2 ans de service pour pouvoir l'obtenir. On maintient tous les types de congés, comme je vous ai dit auparavant, à l'exception du congé autofinancé. L'obligation de justifier le refus d'un congé sans solde pour études ou pour enseigner, c'est un gain. L'employeur va devoir dorénavant justifier le refus de ces types de congés. La 6e et dernière priorité, qui sont ordre et responsabilités professionnelles et formation en cours d'emploi. Concernant la durée et les modalités de période de probation, on a une période de probation de 60 jours pour les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, une période de probation de 90 jours pour les infirmières cliniciennes et les ASI, et une période de probation de 120 jours pour les ICS et les IPS. Dans tous les cas, une période de probation ne peut excéder 9 mois de calendrier. C'est un très gros gain parce que si on prend nos infirmières IPS ou nos infirmières cliniciennes à temps partiel, auraient excédé facilement 9 mois de calendrier. Un autre gain, à la mi-probation, l'employeur rencontre la salariée afin de lui faire part de l'appréciation de son travail. Trop souvent, on avait des gens qui étaient en probation, ne savaient même pas comment ça allait tout au long de leur probation, puis arrivaient avec une mauvaise nouvelle ou un problème avant la fin. Ça va mettre terme à tout ça. Concernant la pratique et la responsabilité professionnelle et le développement des ressources humaines, il incombe à l'employeur de vérifier les permis de pratique auprès des autres professionnels. Certains employeurs demandaient aux salariés de leur fournir la preuve de leur paiement d'ordre. Maintenant, ça va incomber à l'employeur de faire cette vérification. Lorsqu'une salariée est appelée à rendre témoignage et qu'elle prévoit devoir invoquer son secret professionnel, elle peut, à sa demande, se faire accompagner par un professionnel choisi et payé par l'employeur. Le plan de développement des ressources humaines et le budget alloué est géré par le comité patronal syndical. L'employeur a l'obligation de consulter le syndicat. Le mandat incluant l'analyse du budget du plan de développement ainsi que l'allocation des ressources financières. Et les budgets sont utilisés pour le remboursement des salaires, avantages sociaux, frais pédagogiques et allocations de déplacement. Outre les 6 grandes priorités identifiées par nos membres, nous avions d'autres petites choses à négocier pour l'application de la convention collective. C'est une chose d'avoir une convention collective négociée, dont s'assurer que l'employeur au quotidien le respecte et l'applique tel qu'on l'a négocié. Et pour cela, nous avons négocié des droits syndicaux. Entre autres, l'employeur mettra la convention collective sur son site intranet et ainsi qu'un lien vers le Facebook du syndicat sur son intranet à l'interne. Nous avons obtenu 15 locaux syndicaux sur tout le territoire, fournis gratuitement par l'employeur, donc des locaux à Port-Neuf, des locaux à Québec et des locaux dans Charlevoix. Nous avons aussi obtenu de l'employeur qui met Internet, qui met les salles de rencontre et la visioconférence à la disposition du syndicat, et ça gratuitement. Mise en place d'un système pour traiter rapidement les réclamations de corps en temps régulier et en temps supplémentaire, donc les réclamations, comme vous connaissez, les réclamations de corps, donc un formulaire soit électronique, soit papier pour aller réclamer des corps. Et si cette réclamation est refusée par l'employeur, vous donne toujours le droit de venir déposer des griefs auprès de vos bureaux syndicaux. Et un autre gain aussi,
l'employeur ne peut récupérer que les sommes versées entre autres au cours des 6 mois précédant la signification de l'erreur à la salariée. Donc, l'employeur fait des erreurs sur votre paye. Historiquement, il pouvait reculer jusqu'à 12 mois en arrière pour vous réclamer des dus. C'est terminé. La signature de cette convention collective, c'est 6 mois en arrière maximum, gain qu'on a obtenu dans cette négociation. Donc, nous voici à la fin de la présentation. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de venir voir les grands enjeux qui ont été négociés avec l'employeur au cours de cette phase de négociation. Phase de négociation qui a duré plusieurs mois et qui s'est terminée par un blitz de travail, soir et fin de semaine, pour arriver à une entente de principe avec notre employeur. Le comité exécutif, le comité de négociation ainsi que le conseil local de négociation, nous sommes d'avis que nous avons obtenu le maximum de ce que nous aurions pu obtenir pour tous nos professionnels en soins, pour tous nos membres. De plus, d'avoir protégé une majorité de nos acquis et d'avoir été chercher des gains supplémentaires pour répondre aux grands enjeux et pour répondre aux priorités de nos membres. Voici ce qui m'a fait la présentation. Si vous avez toujours des questions suite à cette présentation, nous vous invitons à vous présenter dans les assemblées générales pour aller passer vos questions au comité de négociation. La liste des assemblées générales est disponible sur la page Facebook du syndicat. Si c'est impossible pour vous, vous pouvez toujours nous contacter. Les coordonnées du comité exécutif sont disponibles aussi sur la page Facebook du syndicat, donc appelez-nous. Nous vous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle aussi que le vote est commencé. Le vote électronique est commencé. Donc, à la fin du visionnement de cette vidéo, nous vous invitons à aller voter immédiatement. Le lien pour aller sur la page de vote est disponible aussi sur la page Facebook. Vous avez reçu soit un code par courriel, soit un code par la malle, avec un code qui vous appartient unique, qui vous permet d'aller voter dans ce vote électronique. Si vous n'avez pas reçu de code pour aller voter, je vous invite à communiquer aussi avec le comité exécutif. Ça fera plaisir de vous guider dans les démarches pour pouvoir obtenir votre code unique pour aller voter sur cette entente de principe. Et on espère que vous passerez le mot aussi à vos collègues d'aller visionner la vidéo et à leur tour d'aller voter. Comme disait Pierre-Olivier, ce vote est essentiel car il touche toutes vos conditions de travail. Venez voter en grand nombre. On compte sur vous!